Dans la tête d'un cycliste, calculer sa puissance. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Et aujourd'hui, pour parler de la puissance, j'ai l'honneur d'être accompagné d'Anaël. Anaël, comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va très très bien. Merci pour l'invitation et j'espère que les auditeurs vont bien s'éclater sur ce nouveau sujet. Écoute Anaël, ça nous fait plaisir de te recevoir. Tu es vraiment le sport scientist de cette émission, ancien directeur scientifique de l'équipe cycliste BNB Hotel et aussi des équipes de France olympique, VTT et triathlon. Tu vas nous apporter vraiment une expertise pointue. On va essayer de partir vraiment de la base des sujets et essayer de les pousser beaucoup plus avec toi. Donc, merci à toi d'être présent avec nous aujourd'hui. Pour poser les bases, comment déjà tu définirais ce terme puissance ? Écoute, tout simplement comme l'intensité que tu produis quand tu pédales. Et je pense qu'on va le dérouler après, mais c'est quelque chose qui manquait dans le vélo pendant longtemps. À l'inverse d'autres sports comme la natation ou la course à pied où c'est très simple, tu fonctionnes avec une distance. Dans une piscine, ça sera toujours de l'eau. Quand tu cours, ça sera toujours une vitesse. Et eux avaient facilement leur intensité, alors qu'en vélo, tu le sais autant que moi, en fonction du vent, en fonction du dénivelé, etc. On va prendre tous ces exemples, je pense, aujourd'hui. Il était difficile d'avoir une intensité précise. Mettons un peu de sens là-dessus. Tu nous dis, c'est vrai que c'est une donnée qui nous manquait. Moi, personnellement, en tant que cycliste, j'ai l'impression de toujours l'avoir eu presque. Aujourd'hui, on est en 2025. Ça commence à se démocratiser de plus en plus. C'est arrivé quand, finalement, cette captation de la donnée puissance en vélo ? Écoute, fin des années 90, c'est pas forcément la meilleure époque du vélo professionnel, mais en tout cas, Lance Armstrong à l'époque communiquait beaucoup dessus. D'accord. Alors, il avait peut-être plein de mauvais côtés, et je pense qu'il en a encore, même si je le connais pas personnellement, donc c'est un peu gratuit. Mais en tout cas, il essayait de construire dans ce qu'on sait des entraînements, si on parle purement d'entraînement, pas de ce qu'il faisait à côté, assez fin en termes d'intensité, en termes de fraction, etc. Mais il faut aussi pas oublier qu'en France, Frédéric Grapp, qui travaillait à la Française des Jeux, qui travaille toujours à Groupama FDJ, l'un des premiers scientifiques qui a travaillé dans le vélo, et à la fin des années 90, il l'a implanté dans son équipe. Okay. Alors c'est très loin, c'est très vieux, et je pense pour les jeunes générations, ça va être fou ce que je vais dire, mais ça ne plaisait pas forcément aux coureurs quand il l'a ramené, parce qu'ils avaient connu le vélo à l'ancienne, où c'était voilà, le vélo plaisir, le vélo où on fait des heures, le vélo entre copains, etc. Ouais. Faire simple. Et là, on a amené plus de finesse dans l'entraînement, un petit peu, on appelait ça l'entraînement scientifique, alors que pour le coup, ça existait depuis longtemps dans d'autres sports. Mais voilà, c'est à peu près les mêmes époques. Ça doit être 97-98, si je dis pas de bêtises, pour Fred. Okay. Donc ça commence à dater, mais pas tant que ça finalement à l'échelle du vélo. Ouais, ça veut dire que c'est quand même assez récent, et c'est assez drôle ce que tu dis, le fait que ça soit au début un petit peu comme toute innovation, mais assez mal perçu par les coureurs cyclistes, parce qu'on voit souvent toutes les technologies arriver dans le monde professionnel et ensuite arriver sur le monde qui parle à quand même pas mal de gens, le monde amateur. Et c'est assez drôle parce que c'était il y a 20 ans, 25 ans on va dire. Moi je définis ça en introduction du podcast en se disant c'est quelque chose de clé pour la progression dans l'entraînement, etc. Mais c'est quand même assez récent. Est-ce que toi tu considères que la puissance c'est une donnée essentielle pour le cycliste? Alors, elle devient essentielle si, de mon point de vue, déjà, tu veux faire de la compétition. D'accord. Si ce n'est pas le cas, ça n'empêche pas d'en avoir, mais c'est peut-être moins une priorité. Que tu as fait certaines bases pendant peut-être même des années plutôt que des mois, et que tu as besoin d'être plus fin dans certains de tes entraînements et de faire des entraînements plus construits. Donc déjà, ce que je veux quand même dire en introduction, c'est de mon point de vue, si tu es débutant, si tu veux juste te faire plaisir, si tu veux juste aller monter des cols dans les Alpes, dans les Pyrénées, j'en sais rien. Est-ce que c'est là-dessus que tu dois mettre des moyens financiers ? Peut-être pas nécessairement. Okay. Par contre, si tu commences à atteindre un certain plafond de verre dans ton entraînement, dans tes performances, et que tu veux être plus précis dans la construction de tes entraînements, de mon point de vue, ça va devenir essentiel, parce qu'encore une fois, ça reste le seul moyen de connaître réellement l'intensité que tu produis sur ton vélo, et donc de construire tes entraînements et ou d'ajuster ton intensité en compétition. Ouais, c'est sûr. Après, on se rend compte que tu nous le dis juste avant, en mettant un petit peu du timing là-dessus, que à l'époque, on avait quand même de la haute performance sans cette data-là. On se rend compte qu'elle a son impact. Donc, il y a un petit peu un questionnement de se dire est-ce que c'est intéressant pour l'amateur ? Quels sont les bienfaits ? Donc, tout ça, on va le traiter. Mais déjà, pour le comprendre, au début, quand tu arrives dans le milieu du cyclisme, on te dit ouais, tu mets quoi comme watt ? Ça mis quoi comme wattage ? Et c'est quoi ta puissance ? Mais
finalement, le terme puissance, d'un point de vue scientifique, ok, on a une data en watts à la fin, mais elle est calculée comment cette data en watts scientifiquement? Ça représente quoi? C'est une force, soit une cadence, c'est quoi finalement? Écoute, c'est très simple. L'idée de la puissance, que tu sois à la salle de muscu ou sur un vélo ou autre chose, c'est une force fois une vitesse. Ok. Donc ensuite, depuis quelques années, alors à la base, les capteurs de puissance, c'était tous dans les pédaliers. Quand c'est arrivé dans le vélo, c'était une marque très connue, je ne suis pas sûr qu'il faille la citer aujourd'hui, mais ça coûtait très cher. D'accord. C'était déjà très précis par contre. Et jusqu'à peu, c'est resté le seul modèle et même la seule marque jusqu'à assez quand je dis peu, c'est pas si vieux que ça, ouais. Qui était vraiment fine, précise, reproductible dans le temps, mais qui était relativement peu abordable. D'accord. Ce qui n'est plus le cas maintenant, on viendra dessus sans doute après, où pour le coup, c'est assez universel de trouver des capteurs de puissance plutôt fins et utiles pour tout le monde. Et donc, en fonction d'où tu le mesures, évidemment, tu ne vas pas mesurer la force et la vitesse de la même façon, mais grosso modo, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on va mesurer en newton-mètre la force que tu appliques sur l'endroit de mesure. D'accord. Donc, on va regarder le niveau de force sur des jauges de contrainte. Donc, si c'est dans le pédalier, ça va être au cœur du pédalier. Si c'est sur les pédales, ce sera un endroit précis de la pédale. Si c'est dans le moyeu arrière, ce sera la force que tu mets dans le moyeu. Si c'est sur la chaîne, pardon, je tape sur la table. Si c'est sur la chaîne, on va regarder un endroit précis de la chaîne, etc. Donc évidemment, en fonction de l'endroit où tu le regardes, il y aura plus ou moins de précision. Et oui. Plus ou moins de reproductibilité dans le temps. Ça, je pense qu'on viendra dessus après. C'est un élément hyper important. C'est que si ton intensité en janvier et en mars, c'est plus la même pour le même effort produit, déjà, ça ne sert plus à grand-chose. Donc on viendra dessus sans doute après. Et la vitesse, dans l'idée, retiens que pour le moyeu, c'est la vitesse de déplacement, enfin pas de déplacement, en gros le nombre de tours de ta roue dans le temps. Okay. Alors que pour toutes les autres mesures, ce sera tes RPM, donc ta cadence de pédalage. Et qu'est-ce qui vient influencer justement cette puissance maintenant qu'on a compris comment elle était calculée? Est-ce que la cadence va avoir un impact? On entend souvent de pédaler en force. Est-ce que ça va avoir un impact aussi sur cette puissance-là? Qu'est-ce qui va faire qu'on a une variation de puissance, soit positive, soit négative? Écoute, tout était dans la réponse précédente. C'est que pour le coup, ce sera et la force et la vitesse que tu appliques. Donc, exemple concret, tu ne changes pas ta cadence de pédalage, mais tu augmentes le niveau de force que tu mets sur tes pédales. Par exemple, en ayant baissé les dents sur ta cassette. Okay. Nécessairement, ça veut dire que tu vas produire plus d'intensité parce que tu as une même cadence de pédalage. Mais si pour la même cadence, la résistance est plus grande, forcément, ça te demande plus de force. Donc si la force a augmenté et pas la vitesse, ta puissance a forcément augmenté. Donc tu peux le prendre dans tous les sens. À partir du moment où l'un ou l'autre bouge, ou les deux, nécessairement ta puissance devrait bouger. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et on a la chance de d'avoir ton expertise avec les auditeurs parce qu'on a un pied finalement dans le monde professionnel. Tu penses quel est ton point de vue là-bas? Est-ce que pour toi, tous les cyclistes professionnels désormais, ils ont compris ce que c'était cette puissance, ils ont compris tout ce qui venait l'influencer et un petit peu tous les biais qu'on va aller voir à la suite de l'épisode? Pas toujours. Okay. Pas toujours. Alors, il y aura aussi un épisode sur l'AFC, je ne sais pas s'il sera sorti avant ou après celui-ci. Pour le coup, c'est un bon exemple parce que comme tu l'as dit, quand les capteurs de son sont arrivés, c'était un petit peu vu comme le diable. Et les coureurs, les entraîneurs se sont beaucoup appropriés, donc ont beaucoup parlé en watts, en puissance auprès de leurs coureurs, où je sais pas, tu vas me faire 10 fois 1 minute à 400 watts, récup 1 minute, j'invente totalement les données, sans se rendre compte que, tu le sais, tu viens du triathlon, comme dans les autres sports, une intensité, c'est la charge externe que tu appliques. Je cours à 20 à l'heure, je pédale à 400 watts, je nage à tant de mètres secondes, etc. Mais qu'est-ce qui se passe pour toi dans ton corps quand tu fais ça? Donc évidemment, il va falloir toujours mettre cette intensité externe versus une intensité interne qu'on peut mesurer par exemple avec l'AFC ou avec d'autres marqueurs. Mais déjà, l'AFC, ce sera un très bon marqueur pour beaucoup d'efforts. En tout cas, tous ceux qui sont en dessous de APMA. Mais du coup, attention au raccourci. Donc, ça sera la charge externe. Mais du coup, voilà, si je devais répondre à ta question, on se l'est approprié dans le monde professionnel, mais parfois, on regarde que ce spectre. C'est mon constat. Et jamais oublier ce qui se passe à l'intérieur de ton corps ou quelles sont les conditions extérieures. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait humide? Est-ce que tu es en altitude? Est-ce qu'il fait froid? Etc. Qui aura un impact sur le fait que veut dire 400 watts pour toi
aujourd'hui, le 28 janvier. Ouais, c'est sûr que on viendra aussi sur ce sujet-là. Pardon, il y a le rapport watt-kilo. On voit que pour l'amateur, tu nous as dit, ça dépend vraiment de son usage, de sa pratique. Mais finalement, je vais te poser une question. Je ne sais pas si tu as les éléments de réponse sur ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà vu dans le monde professionnel, en 2024, récemment, quelqu'un, un cycliste qui a une tête dure et qui dit non, moi je ne veux pas utiliser vos capteurs de puissance, je reste à l'AFC, ou même je ne veux pas de data. Est-ce que ça existe, ça ou pas? Ça existe encore. Ok. Ils ne sont pas forcément pas performants, parce qu'encore une fois, la performance elle est multifactorielle. Et si on prend ma réponse précédente, déjà ce qu'on oublie le plus souvent, c'est la capacité à s'écouter soi-même. Donc la puissance a apporté énormément dans la capacité à être fin dans la construction des séances, dans l'analyse des séances et ou des compétitions. Parce que du coup, on n'avait pas cette prise de recul avant. Je sais pas, si tu fais 2 fois un effort de 4 heures à 30 km/h, on pourrait se dire c'est le même effort, alors que pas forcément. Ouais. Pour X raisons, la route qui n'est pas la même, le vent qui n'est pas le même, ton vélo qui n'était pas gonflé de la même façon. Enfin bref, il peut y avoir plein d'exemples qui font que tu n'as pas du tout fait le même effort. Okay. Ou ta vie personnelle, etc. etc. Pour autant, le meilleur, tu vois, en 2025, si on parle par exemple de gestion des charges d'entraînement, c'est véridique ce que je vais te dire. Ce qui est le plus fin et le plus précis d'un point de vue scientifique, c'est ton ressenti. Ouais. Si tu sais jouer le jeu et si tu sais t'écouter. Donc quand on mesure, alors c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais quand on parle de charge d'entraînement, de mesure de la fatigue, de progression dans l'entraînement, etc., la donnée à avoir toujours, c'est quel est le ressenti de ton athlète. Donc du coup, une fois que tu as dit ça, tu as un petit peu tout compris. Et donc finalement, cette puissance sera toujours associée à qu'est-ce qui se passe dans ton corps d'un point de vue vraiment physio et qu'est-ce qui se passe dans ta tête en termes de ressenti, de fatigue, de douleur musculaire, etc. Et donc, moi, j'ai croisé des cyclistes qui, alors, plutôt les anciennes générations, mais qui sont encore sur des Tours de France, qui sont encore performants, qui vont pas regarder les watts ou très peu, et qui pour autant peuvent gagner des étapes du Tour parce que ils jouent sur d'autres facteurs. Mais j'ai envie de te dire, si tu es capable de percevoir ce que veut dire chez toi 200 watts ou 300 watts, tu as quand même un petit peu de finesse. Et peut-être qu'à certains moments, c'est aussi important de savoir percevoir si aujourd'hui tu réponds ou pas à cette puissance. Mais évidemment, il y a peut-être une petite limite sur la précision de certains entraînements pour eux et que nous, en termes de staff, on va devoir être malin pour faire en sorte qu'ils aillent dans ce qu'on veut. Sans forcément qu'ils regardent trop les puissances. Et c'est vrai que c'est paradoxal parce que dans ces sports d'endurance, on voit de plus en plus l'entraînement personnalisé arriver même pour l'amateur. On voit de plus en plus les capteurs qu'on a. Tu le disais, ce n'est pas une obligation, mais en fait, sur le marché, on voit quand même de plus en plus d'amateurs s'équiper, regarder ces datas-là, donner de l'importance à ces datas. Mais j'ai un petit peu l'impression que finalement, on s'entraîne, ces datas peuvent être amenées à arriver, on vient les mesurer. Et à un moment donné, l'objectif un petit peu ultime pour aller chercher la haute performance ou même parfois le plaisir pour l'amateur, c'est de réussir à se détacher de ces datas-là pour prendre conscience. Mais tu vois, quand tu me dis, oui, faut savoir ce que c'est 200-300 watts. Mais finalement, le cycliste dont on parle, est-ce qu'à un moment donné, il a quand même mesuré ce que c'était ce 200-300 watts pour faire un ratio et de se dire, OK, ça, c'est ça. Donc finalement, c'est peut-être une étape presque obligatoire à un moment donné pour avoir un ratio, non ? Oui, ce que je voulais plus te dire dans ce côté 200-300 watts, c'était plus le côté quand j'ai ce ressenti, je pense que je peux tenir 3 quarts d'heure. Je prends un exemple. Ouais. Par contre, là, c'est un peu dur. Faut que je baisse un peu l'intensité parce que je tiendrai pas 3 quarts d'heure. Si je la baisse un peu, je tiendrai 3 quarts d'heure et je vais exploiter mon plein potentiel du jour. C'était plus dans ce sens-là. Mais évidemment, tu as raison. S'il peut l'amener, ne serait-ce que de façon périodique, pour voir ses évolutions, pour voir sa progression, pour réajuster certaines choses, ça aura vraiment un intérêt. Évidemment, s'il accroche à cette donnée, mais qu'il ne la regarde pas tout l'entraînement, post-entraînement, etc., ce sera très bien. Parce que, comme on se le dit depuis tout à l'heure, c'est une info qui est à prendre en compte avec les autres. Et que, justement, parfois, à certains moments de la saison, je reprends mon exemple du 10 fois 1 minute, s'il faut que tu fasses cet entraînement-là à ce moment-là de ta saison et qu'aujourd'hui, tu es en forme, allons chercher ce qu'on pense que tu es capable de tenir. Et que pour le coup cet entraînement est un bon exemple, c'est que ta tête va te demander d'en mettre un peu moins. Ouais, je comprends. Or, toi en tant qu'entraîneur, tu sais que ton athlète est capable de le faire, allons-y.
Comme on pourrait le faire en athlée sur un 10 fois 1 minute, enfin 10 fois un tour de piste par exemple, et on sait qu'il va le faire en temps de secondes parce qu'on a des données sur les semaines d'avant et on sait que ça va passer. Mais à l'inverse, si c'était pas un bon jour, c'est important de se dire les 400 watts aujourd'hui, c'est peut-être pas une bonne idée, soit on fait autrement, soit on en met moins. Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est vraiment un sujet, on va dire, complexe. De toute façon, l'entraînement sportif reste un sujet complexe. Comme tu le dis, c'est qu'une data parmi d'autres. Et là, on essaye de faire un focus sur cet épisode de cette data-là, la puissance, mais on voit qu'elle est impactée aussi par plein d'autres sujets autour. L'auditeur, je suis persuadé que là, il se dit pourquoi pas moi passer à mesurer ma puissance, ou alors il le fait déjà et il veut encore plus d'éléments. Déjà, j'ai envie de commencer par une question qui est assez simple, Anaël, c'est de se dire comment je peux mesurer justement cette data, quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché du vélo. Ouais, écoute, je vais sans doute orienter un peu ma réponse, donc désolé pour les marques qui se sentiraient lésées, mais voilà, dans l'idée, on peut le mesurer, je te l'ai dit, dans le pédalier, dans les manivelles, dans les pédales, dans le moyeu, dans la chaîne. Dans la chaîne, ok. Et évidemment, en fonction du système que tu souhaites utiliser, le coût n'est pas le même. Donc déjà, ça va dépendre d'où tu en es dans ton projet, entre guillemets, de performance. Mais si tu veux pas être champion du monde, en tout cas dans ton projet cycliste, ce qui coûte toujours le plus cher, ce sera dans le moyeu, l'exemple que je donnais tout à l'heure. Ok. Enfin, dans le boîtier de pédalier, pardon, excuse-moi. J'ai mal placé le moyeu. Dans le boîtier de pédalier, ça reste ce qui est le plus précis, le plus reproductible quand tu prends le temps de le calibrer régulièrement. D'accord. Donc pour le coup, ce serait, de mon point de vue, quelqu'un qui va chercher un petit peu la grosse précision. Ce serait un professionnel ou quelqu'un qui a été assez loin dans son projet, qui veut ou peut investir. Ok. Pour autant, en 2025, il n'existe quasiment plus aucun capteur de puissance qui ne soit pas relativement précis. Donc dans l'idée, tu as une marge d'erreur maximale de 4-5%. Tu pourrais me dire c'est beaucoup, mais ce qui compte, c'est qu'elle soit reproductible dans le temps. Okay. Si je reprends mon exemple de 400 watts, alors c'est peut-être important pour certains amateurs, mais que ce soit 400, 200, 300, on s'en fiche, c'est une donnée parmi tant d'autres. Ce qui compte, c'est que pour une même intensité produite, le 400 watts de janvier soit le 400 watts de mars. Ouais. C'est pas tant est-ce que c'est 5% plus haut ou 5% plus bas. Si tu utilises toujours le même appareil, à la rigueur, on s'en fiche. Si tu te compares à toi-même, l'idée, c'est pas forcément de se comparer aux autres, ce qui est sans doute une erreur qu'on fait trop, parce que avec ce que je viens de te dire, déjà, en fonction du capteur de puissance que tu achètes versus ton collègue, et ouais, ça ne sera peut-être pas la même donnée pour la même intensité. Ouais. Donc déjà, vois ce que tu peux avoir d'un point de vue financier. En fonction, il y a un petit peu de marge d'erreur, mais globalement, si tu le calibres régulièrement, cette info est très importante. Okay. Et si tu as un doute, souvent c'est garanti un certain temps, tu peux aussi aller le renvoyer à l'usine et le faire recalibrer plus précisément. Mais déjà, calibre-le très régulièrement parce que ça va quand même être assez... ça peut bouger avec des conditions type humidité, type chaleur, type altitude, type voyage, type je l'ai mis sur la galerie de ma voiture, etc. Donc c'est quand même beaucoup d'exemples où pour un cycliste, ça va souvent bouger. Ouais. Donc, dans le doute, calibre-le le plus souvent possible. Pour le temps que ça prend, la plupart du temps maintenant avec les nouvelles technologies, j'ai envie de te dire, calibre-le quasiment avant chaque entraînement où c'est important pour toi. Ouais. Si tu as un doute sur comment tu l'as calibré, parce que tu vois, par exemple, pour certains, c'est la pédale vers le haut, etc. Ah mince, c'était peut-être un peu trop en avant. Franchement, ça te prend 1 minute, refais-le. Ok. Et ensuite, plus que... Enfin, il y a le côté précision et reproductibilité dans le temps. Il y a quelle utilisation, quel outil tu as par ailleurs, dans le sens où, par exemple, si tu prends sur des pédales, maintenant les pédales sont plutôt précises, ce qui n'était pas le cas il y a encore très peu de temps. Si tu changes souvent de vélo et que tu n'as pas envie de racheter un capteur de puissance, prends des pédales. Je ne sais pas, si tu fais du cyclocross l'hiver et de la route, prends des pédales. Ça va t'éviter d'acheter 2 capteurs de puissance. Si tu vois, par exemple, je te parlais des manivelles, c'est l'équipe Ineos à l'époque qui l'avait fait rentrer sur le marché. Tu te doutes bien que la différence gauche-droite, elle peut être importante, d'autant plus chez les amateurs que chez les pros, où globalement, on est quand même un petit peu moins déséquilibré avec l'expertise. Ouais. Peut-être que chez Ineos, c'était moins un problème. Enfin, Sky à l'époque, c'était moins un problème chez leurs coureurs. Alors que chez un amateur, s'il y a une différence de 5% entre la jambe gauche et la jambe droite, que c'est mesuré sur une seule manivelle, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, il y a plein de petits facteurs comme ça à prendre en compte. Mais dans l'idée, encore une fois, pour moi, il n'y en a plus un sur le marché qui n'est pas fiable, qui n'est pas repro. Okay. Mais en prenant toujours le recul que ce n'est pas parce que tu l'as acheté le 28 janvier que ce sera OK le 30 mars pour plein de raisons.
Et tu nous disais, et c'est là où c'est intéressant, l'exemple que tu nous as donné, c'est que notre auditeur, il est généralement passionné de cyclisme dans sa globalité. Donc, ils ont du CLM, ils ont du vélo de route, du VTT. Et c'est vrai qu'au début, j'étais parti un petit peu sur le même constat que toi. Je me dis, ouais, boîtier, c'est cool, mais quand même, c'est le plus cher. Tu m'as dit en premier, il y a du changement. Mais est-ce que je peux me dire, allez, 60% du temps, je fais du vélo de route. J'ai les moyens pour acheter justement le capteur de puissance dans le boîtier. Et puis le reste de l'année, j'ai mon gravel et puis j'ai mon CLM. Donc là, je roulerai avec des pédales. De toute façon, c'est pas grave, c'est les mêmes datas. Est-ce que ça, c'est envisageable pour le cycliste ou alors c'est une erreur? Je veux bien que tu me la refasses. Je le refais. Je repars. Et justement, je te rejoins quand même sur cet aspect-là parce que tu nous disais au tout début que c'était le plus cher, le boîtier pour prendre la data. Et puis après, tu nous as dit, bah oui, c'est sûr. Moi, je te rejoins. Notre auditeur, c'est un passionné de cyclosportif, de CLM, de vélo de route. Donc, c'est intéressant de prendre ces pédales-là. Mais est-ce que si 80% de l'année, je roule sur mon vélo de route, j'ai les moyens d'acheter justement le boîtier pour mesurer tout ça. Est-ce que c'est intéressant que je fasse ça? Et puis, je peux prendre de la data sur mes pédales, sur mon CLM et mon VTT, et ce sera exactement les mêmes data, ou alors c'est une erreur de faire ça? Alors, ce sera une erreur, du coup, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fonction des marques, en fonction du moyen de mesure, ça peut être reproductible, mais ça peut ne pas l'être. Et si tu m'as suivi, l'écart il peut être de 5%, donc ça peut être assez important. Donc, si tu fais un test PMA, par exemple, ça peut être un palier d'écart. Donc, tu fais du vélo comme moi, si tu es à PMA ou 25 watts de plus ou 25 watts de moins, c'est pas du tout le même effort. Il te sera content de ne pas te tromper. En tout cas, si c'est 25 watts de plus, tu ne seras pas content. Ouais. Si c'est 25 watts de moins, ça sera plus facile et tu feras plus d'efforts. Tu diras j'ai progressé, mais en fait, non. Donc, non, pas forcément. Donc, encore une fois, ça dépend encore une fois du cycliste que tu es. Si tu fais que de la route, que tu as toujours le même vélo, tu veux investir sur le boîtier de pédalier, vas-y. Si je te prends un autre exemple, ce que tu décides d'acheter dans le moyeu parce que tu changes de vélo mais que tu peux remettre la même roue parce que c'est la roue que tu adores et que tu la mettes, que tu aies ton vélo pour aller à la montagne ou ton vélo pour rouler dans Paris, ça peut être une option aussi parce qu'on s'est rendu compte que dans le moyeu ça marche très bien. C'est par là aussi que c'est arrivé dans les premiers capteurs, mais c'est beaucoup moins commun donc on les voit pas très souvent, mais pour autant ils sont très, très précis, très fins. Mais évidemment, si à l'inverse tu fais du VTT et de la route, tu vas pas mettre ta roue de route sur ton VTT. Donc encore une fois, ça dépend de comment toi tu fais du vélo, comment tu souhaites y investir. Et finalement, je pense que tu auras la réponse en fonction de ton projet. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis et ça me ramène encore sur une question. Tu vois, je vais prendre mon exemple. J'ai mon capteur de puissance dans mes pédales. Ma copine, elle les a aussi dans les pédales et elle a fait beaucoup plus de home trainer que moi et de la route. Et l'autre jour, on s'est dit, mais en fait, moi, je roule que le dimanche, par exemple, de temps en temps. Est-ce que ça n'aurait pas de sens que je te prête mes pédales, on les mette sur le home trainer et comme ça, à chaque fois, tu as les pédales. Est-ce que entre deux pédales de la même marque, on peut se fier et se dire c'est exactement la même data, ou alors si je les ai achetés avant elle et j'appuie pas de la même façon, il y a une potentielle différence? C'est quoi ton point de vue sur ça? Mon point de vue, c'est calibre-les très souvent. D'accord. Encore une fois, si tu as un doute, n'hésite pas à les renvoyer à l'usine. Mais globalement, si c'est la même technologie, que c'est la même pédale, que tu les calibres très souvent, peu de doute que ça soit pas bon. Et lorsqu'on a choisi le matériel, donc là on en a parlé, il y a énormément de solutions qui s'offrent à nous, mais quand même on se rend compte que en fonction de ces enjeux et de ces contraintes, on peut vite trouver le matériel qu'il nous faut. Quelles sont les erreurs, les pièges à éviter une fois qu'on utilise ce matériel justement? Écoute, tu en as beaucoup parlé en intro. C'est déjà de trop regarder. Parce que, encore une fois, ta perf, elle est dépendante d'énormément de facteurs. Et que la grosse erreur, c'est de se centrer que sur la charge externe. Si aujourd'hui tu es fatigué, il faut accepter qu'il faut en mettre moins aujourd'hui. Si à l'inverse, tu as progressé plus que tu ne l'imaginais, oublie peut-être un peu les watts parce que tu es peut-être capable d'en mettre plus aujourd'hui. Donc encore une fois, pour moi, sans que ce soit une usine à gaz, il faut prendre le temps de comprendre comment fonctionne la performance, même si tu ne veux pas être champion du monde, et qu'est-ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de ton corps en fonction des efforts. Je sais que sur l'épisode de la fréquence kayak, qu'il soit sorti ou pas, on parle beaucoup des efforts aérobies, mais le cycliste, il faut aussi des efforts anaérobies, de quelques secondes à plusieurs minutes, même pour ceux qui font des sorties d'endurance. Allons voir aussi ce qui se passe là-dessus. Ça répond autrement. Ce qui se passe d'un point de vue psycho, etc., etc. Et donc, du coup, pour moi, c'est un outil que tu dois mettre en valence avec, encore une fois, ce qui se passe dans ton corps, physio et tête.
Ok. Et si tu mets les trois ensemble, sans que ce soit une usine à gaz, des fois ça va juste te donner l'info, la confirmation de ce que tu avais en face des yeux. La plupart du temps, c'est toujours ça. Ok. Finalement, je suis pas capable aujourd'hui de faire l'effort. Mais en fait, tu le savais déjà. Ça fait 3 jours que tu dors pas, tu es stressé, tu as un entretien d'embauche demain, tu avais déjà la réponse. Ouais. Moi, ça te le confirme. Comme Ouais. ça, tu te trompes pas. Donc, il faut beaucoup le voir comme ça. Et encore une fois, dans la construction de séances un petit peu plus précises. Et la partie vraiment puissance à l'état pur, on en a déjà, on va en discuter pas mal, c'est un sujet qui nous intéresse tous les deux, le home trainer. Finalement, quand je fais ma séance home trainer avec mon vélo, où j'ai par exemple déjà mes pédales, je te donne mon exemple concret, le home trainer, il me donne aussi une valeur de puissance qui en plus, j'avoue que j'hésite parce qu'elle est plus importante. Okay. Donc, tu vois, tu te dis, ah bah ok, c'est cool, ça nourrit l'ego. Est-ce que je dois m'entraîner avec cette valeur-là de mon trainer ou alors, pour toi, avec ton expertise vraiment data et coach, je dois garder toujours le même référentiel? Alors, si ton capteur de puissance est sur le vélo que tu utilises sur le home trainer, si je prends cet exemple, dis-toi qu'il faut toujours regarder celui-ci. Désolé pour ton ego. Parce que la puissance que tu appliques sur tes pédales, pour faire simple aujourd'hui, ce sera la même que tu sois sur ton trainer, sur ton gravel, sur la route, en montagne, etc. Donc, en l'occurrence, si on reprend toutes nos discussions depuis tout à l'heure, 100 watts, c'est 100 watts. Et finalement, là, tu viens de donner l'exemple précis de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. En fonction de la technologie, les watts ne sont pas les mêmes, alors que toi, tu sais très bien que tu fais le même effort. Ou alors, je sais pas, on prend l'exemple que tu avais acheté un capteur de puissance qui est dans le moyeu arrière, tu as un home trainer où tu ne mets pas ta roue, forcément, il va falloir regarder ta puissance du home trainer et à toi de prendre le recul sur l'info que te donne ton home trainer, à quoi elle correspond. Et si c'est des efforts aérobies, par exemple, tu peux l'associer à ta FC. Okay. Ne jamais oublier qu'en principe, ton ressenti d'efficacité de l'effort est quelque chose de très fin. Donc, si tu avais prévu que cette séance, tu la cotes 6 sur 10 et que, en fait, là, tu es plutôt à 8, mets-en un peu moins. Donc finalement, les infos, tu peux les avoir. Ce sera peut-être pas à la watt près, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, mais tu vas faire une séance d'entraînement qui sera individualisée, qui correspondra à ce que tu avais prévu. Ouais, donc on se rend compte qu'on a défini vraiment ce terme puissance. On se rend compte qu'il est arrivé malgré tout assez récemment dans le cyclisme. On a compris un petit peu comment le choisir. D'ailleurs, ça fait, j'y pense, ça fait quand même énormément d'informations. Donc, si tu es auditeur, tu nous écoutes dans les transports, en train de faire ton sport aussi, justement, ta fameuse session home trainer, n'hésite pas à nous rejoindre directement sur la newsletter de Dans la tête d'un cycliste. Tu vas recevoir une fiche technique de tout l'épisode avec le récap, des informations même parfois supplémentaires, et tu recevras ça directement dans tes mails tous les samedis. Et là, avec Anaël, on va essayer de comprendre maintenant. On l'a mesuré, on s'est rendu compte que ça pouvait avoir un impact. Mais Anaël, c'est très bien, on a la data, ça sort. Mon téléphone, parce que j'ai une application diverse ou variée, me sort une valeur de watts. Maintenant, j'en fais quoi? C'est quoi l'utilité finalement de cette data-là? Écoute, il peut y en avoir plusieurs. La première pour moi, ce serait déjà... Enfin, c'est pas la première, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'on peut prendre, mon ordre est pas du tout exhaustif. Tu veux construire une séance d'entraînement pour développer X ou Y facteurs, ça va te permettre de calibrer une charge externe, l'exemple qu'on donne depuis tout à l'heure. Tu veux voir ton évolution dans l'entraînement par rapport à une fréquence cardiaque ou une difficulté de l'exercice, par exemple. Est-ce que pour une même difficulté ou une même fréquence cardiaque, c'est un effort aérobie, est-ce que je mets plus de watts, les mêmes watts ou moins de watts? Ce qui va me renseigner sur est-ce que j'ai progressé, est-ce que je suis au même niveau ou est-ce que je suis fatigué, par exemple. Donc ça va t'amener encore une fois de la finesse dans ton entraînement. Ça peut te permettre aussi logiquement, si tu fais du vélo, la majorité de ton entraînement doit être sur des efforts d'endurance. On a tous fait du vélo, ce qu'on aime c'est se tirer la bourre avec les copains. Pour le coup en vélo, c'est encore plus vrai je pense que dans les autres sports d'endurance parce que c'est plus facile de tenir les roues grâce à l'effet drafting. Est-ce que tu es vraiment d'endurance quand tu penses que tu es en endurance avec les copains? Peut-être pas. Au moins, si tu connais un petit peu tes valeurs d'intensité, tu vas pouvoir te dire dimanche prochain, il faut que je lève le pied parce que là, ça va pas du tout. Mais ça se trouve, ça va pas du tout pour tout le groupe. Donc, ça peut être une info intéressante. Donc, voilà. Encore une fois, parmi toutes ces infos, ça va te renseigner sur est-ce que tu es dans le vrai, est-ce que tu peux pousser plus, est-ce que, attention, il faut pousser un peu moins aujourd'hui.
Est-ce que ça vient confirmer mon ressenti ou pas? Ok. Et du coup, d'être plus fin que simplement avoir juste ton ressenti. Ça peut très bien fonctionner juste avec ton ressenti, mais parfois, il peut être biaisé par énormément de biais. Et quand on récupère cette data-là, tu vois, on a souvent la puissance moyenne, les puissances max, les puissances mini. Mais ce qui m'intéresse, j'aimerais bien mettre le doigt sur, on va dire, deux data, la puissance moyenne et la puissance normalisée. Ouais. C'est quelle data finalement que je dois regarder pour suivre ma progression si je m'auto-entraîne et que je vais regarder un petit peu au fur et à mesure des mois quel est l'impact de mes entraînements? Écoute, ça dépend le temps et l'énergie que tu vas y investir déjà, hein. Je ne pense pas que nos auditeurs, voilà, ce n'est pas leur métier, ils n'ont pas envie de se mettre devant un ordi pendant 1 heure pour comprendre est-ce qu'on progresse suffisamment, etc. Il faut faire simple. Pour faire simple, globalement, la puissance normalisée, parce que le vélo n'est pas de la course à pied ou de la natation dans un environnement peu changeant, Eh oui. la puissance normalisée, elle va t'estimer l'intensité par rapport à comment tu as fait par exemple, ta course ou ton entraînement. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de relance? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de descentes? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de côtes, etc. Et du coup, l'effort peut être plus important que la puissance brute parce qu'il y a des efforts qui peuvent être majorés par rapport à comment tu as réalisé ton entraînement ou ta compétition. Donc la puissance normalisée, globalement, te renseigne sur cette info-là. Ok. Pour autant, c'est intéressant pour moi dans mon métier de regarder les deux parce qu'elle peut monter, mais la puissance produite, donc la puissance brute, c'est une information essentielle pour moi aussi parce que je vais pouvoir y associer une intensité sur la puissance que tu mets sur les pédales. Ok. Si tu arrives à me suivre. Ouais. Donc moi, je vais m'amuser à regarder les deux parce que avec les deux infos, je vais les croiser et je suis un petit peu plus fin. Mais pour moi, en tant qu'amateur, parce que je pense que c'est la plupart de nos auditeurs, regarde plutôt la puissance normalisée si tu es sur des efforts en peloton. Ok. Si tu es sur une séance qui est propre à toi-même, sur home trainer, un fractionné en côte, sur le plat, etc., regarde la puissance brute plutôt. Et justement, nos auditeurs, on le voit, ça arrive de plus en plus dans la culture, il y a de plus en plus d'applications. Une application, et on peut soit le voir vraiment positif, soit en négatif, hein, on peut tempérer tout ça, mais par exemple Strava, pour ne pas la citer, mais tu vois, ils ont besoin de... On a de plus en plus la data qui est embellie, qu'on nous donne des zones, on nous fait des beaux graphiques. Toi, pour nos auditeurs, justement, est-ce que tu aurais des conseils pour essayer de mettre en lumière un petit peu ces datas? Est-ce qu'il y a des outils qui existent ou alors il faut juste utiliser celle qui est donnée par le constructeur du GPS en général? Alors, moi, très clairement, c'est non. C'est non parce que dans mon métier, je suis obligé de faire fin. Mais à partir du moment où je t'ai dit ça, c'est que si toi, tu veux faire de l'individualisation sur toi-même, alors si tu prends Strava ou n'importe quelle marque de compteur, etc., ce seront des estimations qui ont été construites sur des milliers de personnes de X niveau, de X profil. Ok. Et ils n'auront pas toujours toutes les infos. Hmm. Quelle était réellement la météo, comment était la route, etc. Donc, c'est une estimation. Donc, déjà, si tu n'avais pas cette info-là avant, c'est quand même intéressant parce que moi, j'ai un exemple des copains qui vont dire « Ah bah putain, en fait, je me rends compte, pardon pour le gros mot, quand je fais ma sortie du dimanche avec mes copains, je fais tant de minutes au-dessus de 100% de PMA alors que je suis censé faire de l'endurance. » C'est une estimation, donc c'est pas précis, mais Il s'en rend compte. il s'en rend compte et un surtout, peut-être qu'il y aura une erreur, je dis une bêtise, si c'était 5 minutes de 1 minute. Ouais. J'ai envie de te dire, l'info la plus importante, c'est que maintenant, il se rend compte qu'il va peut-être falloir qu'il en mette un petit peu moins le dimanche avec les copains. Par contre, s'il veut individualiser, c'est pas possible. Donc, il va falloir que tu sois curieux et que tu comprennes qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand tu fais du vélo. Il existe plusieurs échelles, donc je vais pas faire un cours de 3 heures là-dessus. Mais retiens que dans le vélo, pour moi, il va être important de comprendre que la majorité de tes efforts sont aérobies, donc cardiovasculaires. D'accord. Qu'il y a une première zone qui se situe sous le premier seuil ventilatoire. Dans l'idée, c'est tu vas faire un tour de vélo avec tes copains et tes copines. Tu pars très facile. On augmente l'intensité tout doucement. À un moment donné, tu vois que tu commences à ventiler un petit peu plus. Tout simplement parce que le système lactique, le système anaérobie lactique vient de donner un petit coup de main. Et du coup, la réponse, c'est que tu ventiles plus. Donc, en gros, tout ce qui est en dessous, c'est des efforts d'endurance que tu peux tenir très longtemps. Souvent, dans le vélo, on aime bien mettre cette zone en deux parce qu'il y a des phases non pédalées, des phases en roue libre ou des phases où tu es vraiment très bas en watts, à l'inverse de la course à pied ou de la natation, où tu es assez rapidement sur un effort où il se passe quelque chose. Donc, tu peux quand même couper cette première zone en deux, l'individualiser par rapport à ton profil. Tu continues à augmenter l'intensité, arrive le deuxième seuil.
Cette fois-ci, encore une fois, le système lactique te donne un deuxième coup de main parce que l'aérobie ne suffit vraiment plus. Et au-dessus de cette zone, tu vas accumuler des ions H+. C'est un petit peu le côté embêtant de cette filière. Et donc, tu ventiles plus pour essayer de les évacuer par le système aérobie. Retiens simplement que à partir de ce deuxième seuil, c'est des efforts, en gros, tempo élevé. Ouais. Ça serait tempo bas, tempo élevé, pour ceux à qui ça parle. Le premier, tu vas pouvoir le tenir 1 heure à plusieurs heures suivant ton niveau, alors que le deuxième, c'est autour de la demi-heure suivant ton niveau, parfois un peu plus quand tu es expert, parfois un peu moins quand tu es débutant, mais grosso modo autour de la demi-heure. Donc c'est un col, dans l'idée, c'est un col où tu cherches à faire ton record. Tu continues à augmenter, tu arrives à PMA. Donc là, c'est l'effort maximal de ton système aérobie. Donc là, pour moi, c'est les zones les plus importantes. C'est un effort que tu peux tenir autour de 6 minutes suivant ton niveau. Parfois moins, parfois plus, encore une fois. Et en vélo, du coup, info importante, c'est que le capteur de puissance va te permettre d'aller voir ce qui se passe au-dessus de PMA, parce que dans le vélo, même quand tu es loisir, amateur et que tu ne vises pas à gagner les étapes du Tour de France, il y a souvent plein de fois dans ta sortie que tu vas aller au-dessus de PMA. Une relance en bas d'une bosse, un petit virage un peu serré, un copain qui a relancé un peu fort, etc. Et du coup, dans le vélo, souvent, on va aimer regarder ce qui se passe entre 100% de PMA et plus ou moins 150. C'est les efforts lactiques, dans l'idée, que tu tiens de 20 secondes, allez, on va dire, à une 32 minutes, suivant le pourcentage que tu prends. Et puis, les efforts vraiment sprint. Parce que pour le coup, même quand tu es amateur, tu peux faire des relances un peu Pmax. Donc, on appelle Pmax, en gros, tu tiendrais sur 1 à quelques secondes. Et du coup, le capteur de puissance peut te renseigner sur ces intensités-là. Et ça va être intéressant parce que tu vas encore une fois te rendre compte, tu peux avoir face à ta sortie du dimanche, des Pmax, donc un sprint, peut-être t'en as fait 10. Ouais, c'est vrai. Alors que tu t'es pas dit, je vais faire piéton, un sprint, piste cyclable, dès qu'on relance, quoi. Complètement. Alors, est-ce que c'est un problème? Pas forcément. Mais ça peut l'être en fonction de ce que tu avais prévu de faire, en fonction de ton état de fatigue, etc. On se rend compte qu'il y a vraiment plein d'aspects. On a essayé de traiter comment définir la puissance dès le début de cet épisode, comment la mesurer, et maintenant on se rend compte que on peut s'en servir dans l'entraînement, on peut s'en servir en compétition. Il y a pas mal de petits biais que tu as mis où, attention, warning, il faut faire attention à ça. Donc ce que je te propose, Anaël, c'est qu'on va passer à la rubrique vrai du faux. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, c'est parti. Et c'est parti pour notre rubrique vrai du faux. Pour balayer toutes les idées reçues sur la puissance, une donnée vraiment efficace en vélo. Pour commencer, vrai ou faux, plus on est puissant, plus on est performant. Écoute, plutôt vrai. Plutôt vrai, parce que la puissance te renseigne sur l'intensité d'effort. Donc logiquement, plus tu peux développer de la puissance, moins les efforts que tu développes seront coûteux. Okay. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on entend par puissance. Est-ce que c'est une puissance maximale? À ce moment-là, ce serait un sprint. Et si tu fais du vélo sur route, du VTT, etc., c'est bien d'être fort au sprint, mais c'est bien de tenir longtemps aussi. Ouais. Donc encore une fois, ça dépend ce qu'on entendra par puissance. Mais globalement, on peut quand même avoir en tête que si tu prends le temps de faire ce qu'il faut à l'entraînement pour être bon sur tes épreuves d'endurance, avoir de la réserve de puissance, donc que ça ne te coûte pas d'aller chercher des puissances élevées, souvent, ça sera quand même un signe que pour toi, il y a de la réserve mécanique. Et donc, il sera peut-être moins coûteux pour toi de pédaler à basse intensité. Okay. Si tu prends le temps de t'y entraîner, évidemment, si tu es juste fort au sprint et que demain, je te dis on va faire une épreuve de 5 heures, il va falloir s'entraîner pour. Mais voilà, on se rend compte que quelqu'un qui a pas cette réserve mécanique, ce sera souvent limitant pour progresser. Mais c'est vrai qu'on voit souvent, je rebondis là-dessus, on voit souvent les athlètes professionnels avoir une puissance max, une PMA, une FTP très élevée. Et du coup, on en a déjà discuté un petit peu dans certains épisodes. Finalement, c'est des zones qui sont corrélées par rapport à ces données-là. Et on se rend compte que leur zone d'endurance, elle est beaucoup plus importante. Enfin, la data, la valeur est plus grande que nous, amateurs. C'est quoi plutôt, j'ai envie de dire, la logique pour toi dans une logique de progression? Est-ce que c'est d'augmenter cette valeur max pour justement aller augmenter nos zones, ou justement il y a cette notion d'aller balayer les zones et aller toucher le haut de la zone quand au début on n'est presque pas capable d'aller toucher ce haut de zone, quoi. Ouais, alors évidemment ça dépend de ce que tu souhaites préparer comme épreuve, mais normalement je ne pourrais pas te répondre, mais malgré tout on se rend compte que deux choses, aller développer les extrêmes, donc à la fois beaucoup l'endurance et des efforts élevés, c'est souvent ce qui va t'aider à progresser. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler ce qui se passe au milieu, mais tu vas faire ta base par des entraînements d'endurance et tu vas tirer tout ça vers le haut avec des intensités hautes.
Mais encore une fois, ça sera dépendant de ce que tu prépares. Et comme tu l'as dit, l'erreur qu'on fait parfois trop souvent, alors à court terme, c'est pas un problème. Si tu me dis demain, je préparais tel cyclo sportif, j'ai regardé, ça se passe comme ça, j'ai 6 mois, concentre-toi sur ce qui va te demander sur cette cyclo. Par contre, si tu me dis, Annelle, j'adore le vélo, j'aimerais bien en faire pendant des dizaines d'années et être le meilleur cycliste possible, même si j'ai ma cyclo dans 6 mois, bah, on s'est vraiment rendu compte qu'il y a un vrai intérêt à aller explorer toutes les zones d'entraînement. Simplement qu'il va falloir prioriser à certains moments de la saison en fonction de ce que tu prépares certaines zones et ou en fonction de ton profil de prendre le temps de développer d'autres zones. Mais pour autant, si tu développes que certaines zones d'intensité, ça va te limiter dans cette marge de progression, même dans cette zone. À court terme, tu vas y progresser, mais à un moment donné, ça va bloquer parce que pour le coup, la perf, elle est très multifactorielle et toutes les filières énergétiques ou musculaires ont un lien entre elles. On prenait l'exemple de la pleine puissance tout à l'heure. Si tu me dis, Annelle, je fais des cyclos d'endurance, il n'y a pas de sprint, je vais dire, c'est pas la priorité. Pour autant, si à un moment donné, tu bosses jamais ce qui se passe au-dessus des efforts d'endurance, tu n'auras pas de réserve mécanique et donc à un moment donné, tu vas atteindre ton plafond de verre. Donc vas-y quand même de temps en temps quand tu es loin de ton épreuve, par exemple. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, je vais remettre une pièce pour nos auditeurs. Est-ce que finalement, je peux être un profil cycliste dans la même saison où je peux me dire, je vais aller faire une cyclo où ça se gagne au sprint et je vais faire le sprint de ma vie. Je vais aller faire une cyclo où il n'y a que du dénivelé positif parce que je vais travailler cette endurance musculaire. Et puis, je vais aller mettre on va dire une cyclo encore un peu différente, cyclocross. Tiens, est-ce que on peut vraiment, sur une saison, balayer un petit peu toutes ces zones-là et toutes ces puissances-là? Écoute, déjà, les meilleurs athlètes en cyclisme et dans tous les autres sports d'endurance nous le montrent. Ils ont souvent